Donc je vais passer la parole à Annabelle Laufray. Nous allons, après Balzac, retrouver Voltaire. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je vais donc vous parler du château de Voltaire à Ferney. Alors, vous voyez déjà qu'il y a un petit changement de couleur donc entre son ancienne version avant 2016, puis à sa réouverture au mois de mai 2018, en présence du président de la République, ce qui va expliquer un certain nombre d'accélérations dans le projet que je vais essayer de vous faire vivre, puisque en fait, juste quelques mots très rapides, le château de Voltaire à Ferney est géré par le Centre des Monuments Nationaux, qui gère un ensemble de monuments, c'est-à-dire une centaine en France. Ferney est l'un de ces monuments, des monuments très différents, puisque ça va de l'Arc de Triomphe avec un petit peu plus d'1,5 million visiteurs annuels en moyenne, à des monuments beaucoup plus petits, ça peut être 2000 visiteurs annuels. Donc des fréquentations, des problématiques très différentes et aussi des époques très différentes. Voilà. J'appartiens moi à la DDCP, qui est un pôle particulier au sein du CMN et qui s'occupe des projets, des parcours de visite pérennes à l'intérieur des monuments. Ce qui fait que, contrairement peut-être aux autres interlocuteurs, j'interviens sur plusieurs monuments, je peux intervenir sur l'un des 100 monuments. Voilà, donc je ne connais pas par cœur la vie de Voltaire, je ne connais pas par cœur la vie du monument. En revanche, je connais, enfin en tout cas j'espère, la muséographie. Voilà, enfin en tout cas j'en apprends tous les jours encore, et tous les jours on se remet en question. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire, de la scéno, de la cinématique, des projets numériques innovants, et bien sûr toutes les questions d'accessibilité. Voilà, je rentre dans le vif du sujet, et comme rien ne vaut mieux qu'une petite vidéo, on va plutôt faire ça. Elle dure 1 minute, je vous rassure. Ce serait dommage de passer d'un peu de rap. Voilà, c'est une vidéo qui a été réalisée par les collègues de la communication digitale. Je préférais vous la montrer pour que vous ayez l'essentiel de l'histoire du monument. Donc, le monument a été victime de la mérule. On s'en est aperçu à partir de 2011. Donc la mérule, c'est un champignon qui agit très malheureusement sur les éléments en bois, donc qui mettait vraiment en péril le monument. Les études ont donc été lancées à partir de 2011, des débuts de travaux à partir de 2013, puis comme je vous l'indiquais au démarrage, tout s'est accéléré. En 2016, les très gros travaux ont commencé. On le voit là, le monument a été totalement pris sous les échafaudages, on a tout refait de fond en comble pour une ouverture en 2018. Je ne vais pas vous parler de la restauration, puisqu'il s'agit de collègues qui s'occupent de la conservation des monuments qui sont entrés dans le vif du sujet, donc tout était extrêmement documenté avec maquettes, études, archives. Moi, je vais vous parler du parcours de visite, puisqu'on s'est retrouvé avec un monument, un deuxième monument qui est Voltaire lui-même. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Eh bien, on a dû s'adapter au lieu. Et en fait, il y a des très fortes contraintes dans les monuments historiques. Le parcours, on ne l'a pas choisi d'une certaine façon. On s'est incrusté, si l'on peut dire, dans les espaces qui étaient disponibles. Il y a eu, donc ça donne un projet finalement assez hybride, avec des espaces muséographiques. Quand je parle de muséographique, c'est-à-dire où l'on expose des collections. Donc certaines appartenaient déjà au monument et d'autres ont été achetées en conséquence pour l'ouverture. Il y a donc eu une grosse campagne d'achat et également de remeublement
des différents espaces, puisqu'il y a également des pièces restituées. Et pour nous faciliter les choses en termes de médiation et de muséographie, en plus restituées à différentes époques. Un coup on a du XVIIe, un coup on a du XVIIIe et un coup on a du XIXe siècle. Ce qui évidemment va nécessiter un accompagnement pour expliquer tout ça et pour expliquer pourquoi on a une succession d'époques. Le pourquoi, c'est que on est dans un monument historique et on essaye de ne pas effacer les différentes strates, les différentes époques, les différents propriétaires qui se sont succédés dans ce lieu. Et un peu à l'instar de la maison de Balzac, ce lieu, dès la fin du XVIIIe, juste après la mort de Voltaire, est devenu un lieu de pèlerinage également, où l'on venait visiter la chambre, parfois déchirer un morceau d'étoffe, donc au bout d'un moment il n'en restait plus beaucoup. On a aussi une robe de chambre à la maison au château de Voltaire que l'on n'expose pas, mais voilà, on a toute une série d'objets iconiques également qui ont fait très plaisir aux pèlerins. Et les espaces d'interprétation, principalement deux, dont je vais vous parler. Un espace qu'on appelle la grande salle, donc c'est celui-ci, et un espace qu'on appelle la chambre des servantes, beaucoup plus petit. La grande salle, en gros, c'est l'espace où l'on nous a dit, eh bien vous avez une grande salle du 19e, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'a vécu Voltaire et la façon dont il l'a habité. Débrouillez-vous, faites quelque chose. Bon, très bien. Alors ok, on se lance. Il a fallu, enfin le parti a été pris de parler de ce qu'a fait Voltaire à Ferney, c'est-à-dire sur les 20 ans de l'occupation du château par Voltaire, et rien d'autre, puisque là, on ne pouvait pas, dans un espace si contraint, parler de l'intégralité de l'œuvre de Voltaire, évidemment, c'était pas le sujet. Donc ça a été, d'une part, la façon dont il a habité le monument, et dont les successeurs l'ont fait vivre, et d'autre part, qu'est-ce qu'il y a écrit, quels ont été ses combats, puisqu'il s'est beaucoup impliqué dans des affaires judiciaires au moment où il était à Ferney, et a beaucoup œuvré sur des sujets comme la lutte contre le fanatisme, la justice, etc., qui ont encore une résonance aujourd'hui et qui vont faire l'objet d'un film dans La Chambre des servantes. Voilà, donc dans cette grande salle, l'on a trois principaux types d'outils. Une grande projection, d'une part, sur les murs de cette salle. À quoi elle sert cette projection? Elle sert à donner une idée de l'esprit du lieu, une idée de à quoi ça pouvait éventuellement ressembler au moment de Voltaire. Alors on le sait un petit peu puisqu'il y a une maquette qui a été faite par Catherine, enfin en tout cas demandée par Catherine II. Alors pourquoi Catherine II de Russie? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Elle était correspondante de Voltaire et elle a récupéré l'intégralité de sa bibliothèque qui était à Ferney. Bibliothèque qui est toujours visible aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Et elle a demandé à ce que l'on fasse une maquette du château de Ferney, donc on sait exactement quels étaient les décors de ce château. Donc on avait une salle à manger d'une part, hein, avec un cuir de Cordoue au mur, et d'autre part la fameuse bibliothèque, mais dont malheureusement on n'a absolument plus aucun ouvrage, puisque tout est à Saint-Pétersbourg. Donc l'idée de la projection a été non seulement de donner l'esprit, mais aussi d'essayer d'évoquer ce à quoi pouvait ressembler cette bibliothèque. Alors, comme on a fait, on a été conseillé évidemment par un comité scientifique, et on s'est rapproché de bibliothèques 18e existantes. Nous avons également deux éléments de maquette, alors qui ne sont pas faits que pour les publics déficients visuels, puisque ces maquettes sont tactiles, mais on se rend compte qu'elles servent bien entendu en fait à l'ensemble des visiteurs. Ça, c'est toujours extrêmement utile ce genre d'outil qui, d'une façon assez simple, explique le château tel que l'a connu Voltaire et montre le plus simplement possible également quelle était l'organisation des différentes pièces, puisque ce que l'on voit aujourd'hui n'est pas ce qu'a connu Voltaire encore une fois. Par exemple, sa chambre et le cabinet des tableaux ont été complètement inversés. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, et cette maquette nous y aide. Et nous avons deux grandes tables numériques avec des entrées thématiques. Alors, il s'agissait d'un... Oups. Voilà, d'un calage de la table. Oh, la vidéo est
pas dans le bon sens, où l'idée est d'avoir différentes entrées thématiques sur ses correspondances, sur la vie dans le domaine, sur ce qu'il a pu écrire à Ferney Voltaire, sur ses différents invités, puisqu'il s'est lui-même nommé comme étant l'aubergiste de l'Europe. On venait le voir pour discuter avec lui, récupérer ses conseils par exemple. Voilà, donc sur cette table multimédia, on a des entrées thématiques qui synthétisent la majorité des informations que l'on veut donner sur ses productions littéraires et sur sa vie dans le domaine. La chambre des servantes, donc c'est une petite pièce dans laquelle un film est proposé, qui est une libre interprétation, donc une interprétation contemporaine de textes de Voltaire, puisque c'est le seul endroit où on a du son et où on peut entendre des textes de Voltaire, donc des textes interprétés par des acteurs, avec des entrées thématiques qui nous semblaient plutôt actuelles, ou en tout cas qui pouvaient faire encore résonance avec des préoccupations actuelles, fanatisme, justice, injustice, fraternité, tout ce genre de choses qui nous ouvrent des perspectives assez importantes. Et dans les salles historiques du parcours, il s'agit vraiment de restitution, 18e et 17e siècle. L'idée était d'être très discret et de proposer des cartels numériques tels que vous les voyez, donc des objets qui se fondent au maximum dans la restitution et qui aident le visiteur à comprendre ce qu'il voit et à donner les principales clés de lecture. Et bien entendu, la signalétique directionnelle et culturelle, puisque le but est quand même de trouver le château et de comprendre les différents services qui y sont proposés. Les difficultés du projet, ça ne va pas vous étonner, vous en connaissez... vous êtes confrontés également à tout cela, c'est le choix et la validation des contenus avec un comité scientifique qui n'était pas toujours d'accord, donc il y a des moments où il a fallu trancher et c'était pas forcément évident. Il y a aussi des zones d'ombre, donc j'avais des questions parfois assez simples. Les correspondances, donnez-moi 3 correspondances qui vous semblent les plus remarquables, à qui il a écrit et qu'est-ce qu'il a dit dans ces correspondances. Eh bien, je ne pensais pas que je posais une question en fait, qui était très compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il y en a énormément des correspondances et il a fallu encore une fois faire des choix, être simple. Et finalement, je les ai faits moi, puisque on avait du mal à tous se mettre d'accord. Donc parfois, les questions les plus simples peuvent poser les problèmes les plus compliqués. Le pilotage du projet également, il y avait énormément d'acteurs puisque tout s'est fait en même temps. On avait les travaux de restauration, la restauration des mobiliers, l'acquisition des collections, et la réalisation de la scénographie au même moment, en quelques mois, et ça crée des complexités en termes de pilotage de projet. L'adaptation des propositions muséo et scénographie. Donc vous avez ici, de droite à gauche, donc à droite ce sont les propositions qui ont été faites par le scénographe retenu, donc c'est la société, l'agence FCS. Donc parfois des grands écarts, on va dire, entre les propositions faites et la réalisation. Vous voyez que dans la grande salle, c'est à peu près ce qui avait été proposé au démarrage. Par contre, il y a eu des très grosses contraintes de faisabilité, de maintenance. Et ça, évidemment, il faut le prendre en compte quand on réalise des projets. Donc, il a fallu les adapter pour nous simplifier la vie aussi une fois que tout ça est ouvert. Par contre, pour les cartels numériques que je vous ai montrés, au départ, l'idée était d'avoir des petits objets, des petites formes géométriques, pas plus grosses qu'un iPhone, en guise de cartel. Mais évidemment, c'est posé le problème de, si on est plusieurs visiteurs, comment ça se passe ? Si ça tombe par terre, comment ça se passe ? Donc il a fallu le faire évoluer en un objet qui est peut-être un peu moins sexy, si je puis dire, mais en tout cas qui est beaucoup plus éprouvé par rapport à la fréquentation du monument et au fait qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et puis, bien entendu, on doit maintenir toutes ces installations avec ce que vous connaissez aussi certainement, c'est-à-dire les désagréments, des pièces de la maquette qui partent, ou sur les tables numériques. Au départ, il était prévu de prendre un objet, de le poser sur la table et ça déclenchait les contenus. Ce système n'a jamais fonctionné. Donc, il a fallu trouver d'autres solutions. Heureusement, on avait prévu des backups, on va dire, mais voilà, aujourd'hui, il faut encore qu'on intervienne sur certains éléments pour continuer à rendre les tables les plus opérationnelles possibles. Dans les perspectives de développement, et je vais
en finir par ce point. Il y a poursuivre l'adaptation de l'offre aux visiteurs en situation de handicap. L'ensemble du parcours est traduit en LSF, mais on est un peu pauvre aujourd'hui pour les publics déficients visuels, puisque vous avez vu les maquettes tactiles, seulement les maquettes tactiles. Donc il va falloir qu'on développe par exemple des applications de visite pour les déficients visuels. Ça, c'est un projet qui est mené au sein de l'institution et qu'il va falloir que l'on l'adapte au monument. Et également pour tous les déficients intellectuels. On ne s'est pas vraiment penché sur la question aujourd'hui, mais évidemment c'est un vrai challenge de présenter Voltaire aux déficients intellectuels. Et là, ça va être un gros pan du travail également. Maintenir les outils de médiation à niveau, ça je vous ai expliqué les problèmes de maintenance que l'on peut rencontrer, et améliorer l'offre. Une étude des publics est aujourd'hui en cours. On est passé à peu près de 25 000 visiteurs annuels avant la restauration à aujourd'hui 30 000 visiteurs annuels à peu près. Donc c'est plutôt une belle progression. La satisfaction est plutôt bonne, hein, mais bon, on sait que les visiteurs qui répondent aux études généralement sont bon public. Hein. Donc voilà, 90% sont satisfaits, mais ce sont des chiffres qui sont assez fréquents, on va dire. Mais visiblement, ça fonctionne bien. Dans les suggestions qui ont été faites ou dans les questions qu'on se pose, c'est l'ajout d'un audio guide par exemple, ou le fait de créer un théâtre de verdure, puisqu'aujourd'hui le domaine, en plus c'est magnifique, c'est entre Jura et Alpes, et très beau et un peu sous-exploité, donc il y a vraiment un réel potentiel de développement, ainsi que tout ce qui est exposition temporaire, puisqu'on a un espace dédié au rez-de-jardin, et tout ce qui est médiation humaine. Visites commentées, visites conférences, ateliers qui ont commencé à voir le jour, mais qui doivent être développés par la suite. Merci. J'appelle les intervenants à revenir près de la table pour répondre aux questions.